Alors la meilleure solution, c'est assez difficile comme ça de prescrire une politique de sécurité. On est sur des processus qui sont très complexes. Par ailleurs, il faut savoir que quand on réforme la police nationale en France, donc dans police nationale il y a nationale, donc c'est une force de 120 000 policiers. Une réforme de la police nationale est par définition donc nationale et concerne plusieurs milliers de personnes. Donc forcément, il faut du temps. On est sur des réformes extrêmement lourdes qui nécessitent de très très nombreuses années. C'est-à-dire, à Los Angeles, le community policing, il démarre en 91, et avec des hauts et des bas, certes, il est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire que les principales mesures, les mesures phares qui sont adoptées au lendemain des émeutes de 92, elles sont toujours en place. En France, la police de proximité, elle commence à être mise en œuvre en 99, c'est-à-dire sur des sites expérimentaux. Elle est ensuite généralisée. Donc, ce n'est qu'en 2001 en fait, que tous les commissariats de France mettent en œuvre la police de proximité. En 2002, la gauche perd les élections et la police de proximité passe à la trappe. Donc, on ne peut pas réformer sur un temps aussi court. Alors, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, déjà, il y a un premier indicateur. Si vous regardez l'évolution des outrages et des rébellions sur les 15 dernières années, donc un outrage, c'est quand vous manquez de respect verbalement à un policier. Une rébellion, c'est quand vous résistez violemment à l'intervention d'un policier. Exemple, un policier cherche à vous menotter, et vous débattez. On est à plus 150% depuis le milieu des années 90 sur les outrages, et on est à plus 110, quelque chose comme ça, sur les rébellions. Donc ça témoigne quand même d'un accroissement des tensions entre policiers et habitants. Donc déjà, il y a une réflexion à mener sur ce point-là. Alors en ce sens, les UTEC, donc les unités territoriales de quartier qui ont été déclenchées en 2008, peuvent constituer une évolution intéressante, allant dans le bon sens, dans la mesure où il s'agit de territorialiser l'action de la police, où il s'agit justement de recréer ce lien entre policiers et habitants. Aussi de mettre dans les quartiers difficiles des policiers expérimentés. Un autre problème qui est inhérent en fait à la police nationale et la manière dont se fait le recrutement dans la police nationale, c'est que vous avez 90% des policiers à l'école de gardien, pardon, des élèves gardiens de la paix qui ne sont pas issus de la région parisienne, qui en général viennent de villes petites et moyennes. Or, 95% des postes à la sortie de l'école de police, c'est en région parisienne et en grande partie dans des quartiers difficiles. Donc mettre dans les quartiers difficiles des policiers plus expérimentés, qui connaissent mieux le terrain et qui ont, je dirais, un doigté que forcément n'a pas le jeune policier sorti d'école, qui par ailleurs, comme il a grandi dans une ville moyenne, ne sait pas ce que c'est qu'un contexte multiculturel, ne sait pas ce que c'est qu'un contexte urbain un peu dur, ne connaît pas forcément les codes de langage et les codes de comportement qui peuvent exister dans les quartiers difficiles. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de crucial à mon sens dans les politiques de sécurité et en général dans la relation qu'entretiennent policiers et habitants. Qu'est-ce que c'est finalement une police efficace? Alors, effectivement, il y a des indicateurs simples. Ce sont les statistiques des crimes et délits, c'est le nombre l'évolution du nombre d'homicides, de violences, de cambriolages, etc., d'une année sur l'autre. Le problème, c'est que ça ne dit pas tout. Alors, je mets de côté tous les biais, en fait, tous les biais statistiques qui peuvent exister. Hein. On les connaît plus ou moins. On sait très bien que les policiers, quand il le faut et quand il faut, faire en sorte que les statistiques soient avantageuses, savent ce qu'il faut faire pour mieux les présenter. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que les statistiques reflètent un ressenti et reflètent réellement ce que pense la population et est-ce qu'elle nous dit si les gens se sentent en sécurité ou pas? Effectivement, si on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui génère principalement un sentiment d'insécurité, ce sont les incivilités quotidiennes, ce sont les graffitis, c'est le tapage nocturne, ce sont les rassemblements sur la voie publique, c'est la consommation d'alcool sur la voie publique. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans les statistiques. On est dans le domaine du contraventionnel et ce n'est pas du tout quelque chose qui est recensé dans les chiffres qu'on nous donne. Or,
Or, souvent, quand vous allez, par exemple, vous allez à des réunions de quartier et que vous écoutez ce que vous disent les gens, bah, c'est de cela dont ils vont se plaindre. Quand bien même il n'y a pas beaucoup de cambriolage dans leur quartier, quand bien même il n'y a pas d'attaque à main armée dans leur quartier, le seul fait qu'il y ait régulièrement des petites dégradations, le seul fait qu'il y ait un groupe de jeunes bruyants qui se rassemblent en bas de l'immeuble, consomment de l'alcool, mettent de la musique fort, parlent fort jusqu'à des heures très très tardives, ça crée un sentiment d'insécurité. Et corrélativement, ça crée un sentiment d'insatisfaction chez ces habitants à l'égard de leurs policiers. Et là-dessus, un indicateur qui, à mon avis, serait intéressant et qui conviendrait de creuser, c'est ça. C'est aussi l'indice de satisfaction de la population. Je ne dis pas que c'est un indicateur forcément, forcément parfaitement pertinent et qui forcément parfait, mais je pense que là, on aura une information intéressante sur ce que pensent les gens de la police et sur leur sentiment de sécurité.